Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Fluo. Fluo étant une gentille organisation spécialiste des organisations tech et produits. Et avant de lancer le webinaire et de vous partager le sujet, juste quelques rappels et petits principes. Donc, comme je le disais, c'est enregistré et rediffusé sur notre site et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas évidemment à poser des questions. Il y aura même une partie qui sera dédiée et vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre la parole. Il y a un petit bouton qui le permet. Et nous visons une fin du webinaire vers 14 heures. Et nous avons la chance d'être bien entourés aujourd'hui avec Benoît et Mathieu. Je vous propose un petit tour de table. Benoît, allez. Très bien, rapidement, Benoît, je suis chez Fluo, je suis coach agile en entreprise et à côté de ça, formateur avec Mathieu, justement, on intervient en entreprise, en école, sur les sujets de produits, d'agilité, de réorganisation de manière générale. Voilà. Trop bien. Mathieu? Du coup, je partage la moitié de ce que vient de dire Benoît, où je suis coach agile en orga aussi dans des entreprises. Je fais de la formation dans ces mêmes entreprises et en école, voilà, supérieure. Et je suis aussi coach agile en CDI dans un grand compte Tu fais de voilà, l'électricité. qui fait de l'électricité et c'est Mais donc mon on n'a pas le droit de dire quotidien. le nom. Voilà. Et on est en safe et on fait des estimations. Voilà, Aïe, 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 aïe. Ah, il pose direct le biais. Et enfin, votre serviteur du jour et gentil animateur, je suis Nicolas Poitelon et tout pareil, coach orga spécialisé dans les organisations tech et produits. Et j'ai le plaisir d'animer et de contribuer à ce petit webinaire. Alors, petit serpent de mer, la prédictibilité et les estimations, comment on sort de cet enfer? Alors, on voulait, avec Benoît et Mathieu, prendre voilà, un peu ce sujet à bras le corps, sans forcément y répondre directement. Vous verrez, on va tourner un peu autour du sujet. On n'a pas envie de rentrer de manière très facile. Bah voilà, faites du no estimate, ça va être génial. On avait plutôt envie de le raconter un peu différemment, d'avoir une proposition de valeur un peu rigolote, parce que de toute façon, ça reste un sujet qui est central dans les organisations, qu'elles soient bien ou mal menées, et c'est surtout un processus qui permet de construire pas mal de choses, l'alignement avec la direction, des roadmaps, etc., etc. Et donc, quand c'est dans une organisation qui a certaines faiblesses mal fait, peut induire beaucoup de dérives, voire un enfer, parce qu'évidemment, le défaut d'une prédictibilité qui n'est pas juste, c'est de vivre un enfer puisqu'on est constamment en retard. C'était ma petite intro. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'un peu démystifier le sujet, le syndrome Yaka-Faucon, et les évidences. C'est pas très compliqué. Il suffit de faire ça. Et moi, la question que je voulais vous poser, quelles sont pour vous déjà, comment on évite l'écueil de, en fait, c'est pas si compliqué, il suffit de faire comme ça. Benoît, je te passe la main, Je vais rendre la hommage à parole. Marion dans ce cas qui a mis un petit message dans le chat pour répondre à la question. On évite justement les messages comme Marion qui dit faites du no estimate et puis la vie sera belle. Si c'était si simple, ce serait cool. Non, c'est drôle. Marion juste avant dit oh moi les estimations ça m'intéresse pas, j'en fais pas. La bonne nouvelle c'est qu'on va pas parler d'estimation dans le webinaire parce que finalement souvent les estimations en fait si une équipe vraiment en est à avoir un problème d'estimation, c'est presque un problème de riche. C'est qu'il y a peut-être tout un tas de prérequis qu'elle a déjà, et c'est déjà une bonne nouvelle. Et souvent, les estimations, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et finalement, souvent, en fait, c'est qu'un symptôme, et il y a tout un tas de causes plutôt systémiques, on va dire, au niveau de l'orga, qui rendent les estimations soit inutiles, soit fausses, soit foireuses. On peut arriver à plein de conclusions différentes. Mais nous, ce qu'on voudrait voir, c'est, on va pas vous faire un webinaire sur toutes les techniques d'estimation, sur est-ce qu'il faut en faire, pas en faire. Si finalement votre équipe, il suffit qu'elle mesure son flux et hop, elle a des estimations, c'est qu'en fait tout roule dans votre équipe et que vous avez pas besoin de nous. Donc on va un peu sortir de ce truc-là et essayer en fait de remonter un peu à la racine sur nous, on a essayé d'identifier en fait via les expériences qu'on a eues, des causes un peu racines et on va essayer de les aborder un peu en entonnoir, donc de la plus macro à la plus micro
qui peuvent expliquer finalement pourquoi à la fin les estimations créent des problèmes entre la direction et les équipes. L'idée n'est pas non plus de faire un débat sur est-ce que les estimations c'est bien ou c'est mal. En réalité, il y a des systèmes dans lesquels on peut faire des estimations. À ce moment-là, si ça aide tout le monde et que ça fonctionne, mais faisons-le. Donc voilà, on veut aussi sortir de ce débat-là. C'est pas, enfin, le monde n'est pas manichéen. Et puis notre but à nous aussi est de répondre à des attentes. Quelqu'un qui a besoin d'avoir de la prédictibilité, qui voudra des estimations, arriver en disant t'inquiète mec, ça ne sert à rien, n'est pas une réponse qu'il pourra entendre. Donc en fait voilà, l'idée c'est de comprendre plus le système dans sa globalité et pour pouvoir avoir ensuite des pistes de réponse à envisager. C'est ça. Et juste une question bête, mais pourquoi vous avez estimé qu'il y a des évidences et pourquoi tu vois, pourquoi on en abuse et on use? Quel est le travers de ça et qui particulièrement le fait? Bah, en fait, nous, on a choisi ce sujet de webinaire parce que c'est la question qui, enfin, quand on reçoit des sollicitations pour donner des formations, le cas qui revient le plus souvent, c'est un manager qui vient nous voir et qui nous dit, bon, moi j'ai un problème de prédictibilité des équipes, on n'arrive pas à se projeter, leurs estimations sont pas fiables, etc. Et du coup, on se dit, bon, bah, ok, on va venir voir. Et quand on en discute, finalement, le problème n'est pas un problème d'estimation en tant que tel. Ah, est-ce que c'est des story points, des tailles de t-shirt, du no estimate, et est-ce qu'ils ne savent pas l'utiliser? Non, c'est même pas ça. C'est finalement, en creusant un peu, on se rend compte que de toute façon, le système et l'organisation n'a pas créé un environnement propice derrière à pouvoir faire des projections. Et donc, c'est pour ça, nous, qu'on a voulu prendre un peu ce truc-là. Et aussi, bah, on voit pas mal de guéguerres sur LinkedIn entre les ayatollahs du no estimate, les ayatollahs des estimations, entre moi j'ai une meilleure technique que la tienne, mais de toute façon vous vous trompez tous, c'est du flux qu'il faut faire. En fait, nous ce qu'on observe aussi, et c'est ce qu'on va voir pendant ce webinaire, nous on va vous montrer des solutions concrètes qu'on a apportées à des clients, mais ça reste des solutions qui étaient valables pour leur contexte à eux. Elles seront peut-être pas du tout valables pour votre contexte à vous. Et nous on veut pas se positionner en sachant, on veut juste faire un partage d'expérience, et si certaines de ces solutions peuvent vous aider, tant mieux. Mais voilà, c'est un peu des bonbons que vous pouvez prendre ou pas. Mais on voulait un peu sortir des discours un peu tout faits, type Yaka Faucon. Oh, ben, vous avez qu'à mettre du Kanban et faire une maîtrise de flux. Oui, mais si c'était si simple, tout le monde le ferait, quoi. Dans l'autre évidence, en fait, c'est quand on vient nous chercher, les gens ont parfois cette difficulté. On était en jour homme et puis finalement on a vu qu'il valait mieux passer en story point. On est passé en story point. Ouais, mais en fait c'est parce que les gens prennent des solutions toutes faites en réalité par rapport à la dernière personne qu'ils ont écoutée ou une personne qui les a conseillées. C'est, le problème il est là, c'est que certaines vendent des outils et sans chercher vraiment à comprendre le système. Et c'est là, enfin, on le verra en conclusion, mais il faut vraiment penser système, quoi. Ouais, et si je me permets un peu de traduire votre pensée, hein, c'est qu'il y a un côté, j'arrive pas et je dis pas, bon bah voilà, vous êtes en cycle en V, il faut faire du Scrum, c'est ça la bonne solution. Vos estimations, votre problème, c'est ça, voilà la solution, parce que j'ai eu un autre client et ça marchait très bien chez lui. C'est Mais ça. Et c'est voilà, et c'est ce défaut d'arriver avec, tadam, ça c'est une solution qui marchera forcément, sans prise en compte un peu du contexte sur mesure, C'est de ça. Nous, on veut un l'équipe, de peu. l'organisation. et ça marche que ce soit dans un contexte agile comme dans un contexte de cycle en V ou autre. En fait, on a aussi des problèmes d'estimation dans tous les sens. Peut-être plus dans un que dans l'autre, ou en tout cas on les appréhende différemment, mais enfin, nous, on n'est pas là pour vendre de l'agilité et vendre de l'agilité. Et je Bien sûr. préfère vraiment un bon cycle en V qu'un mauvais Scrum, qu'un mauvais Safe, qu'un mauvais n'importe quoi en réalité. Petite publicité, c'est la dernière vidéo de Jean-Christophe. Ah, mais Je on est raccord exact. dessus du coup. Je pense que c'est un débat qui peut être très long, mais qui est intéressant. Je Mais pense c'est qu'il n'y a pas de sûr débat, que moi, mais non, mais voilà, c'est d'arriver avec une idée préconçue ou en tout cas avoir une solution absolue sans tenir compte du contexte, heu, bon, c'est un peu du charlatanisme, hein. c'est ça. Exactement. Il n'y a pas de réponse unique et c'est surtout ça qu'on veut dire. Donc voilà, l'idée c'est un peu de commencer par dire tout le monde a une solution en tête. En réalité, la solution qu'on a en tête marche dans un contexte bien précis.
En réalité, le contexte dans lequel on va devoir appliquer les choses n'est jamais le même, il est toujours différent et c'est justement ça qui est rigolo. Sinon, on s'ennuierait. Et donc, pour moi, la bonne transition, tu vois, c'est celle-là, c'est de se dire, OK, donc pour trouver la bonne manière de faire, qui est de devenir un peu plus peut-être prédictible, si on estime que c'est nécessaire, etc., il faut comprendre où on met les pieds, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, et c'est là où, voilà, quand on a un peu un regard aiguisé, un peu d'expérience, une vision, tu as parlé tout à l'heure de systémie, et de compréhension du contexte, quelles sont pour vous, voilà, les différentes causes racines qu'on peut observer qui font qu'on peut arriver dans l'écueil un peu classique de c'est l'enfer. Mm. Bah, on va en aborder 6 ou 7 à peu près, et on a essayé de les aborder un peu, comme je disais, en entonnoir, c'est-à-dire de la plus globale jusqu'à la plus micro, pour à la fin d'ailleurs peut-être arriver à vraiment des soucis d'estimation pure et de pratique. Mais la première, du coup, qu'on a vécue, hein, donc pareil, nous, on vous fait que des retours de choses qu'on a vues, on va pas vous parler de choses qu'on n'a pas vues. Euh, Classique, hein, mais c'est une entreprise qui aurait pas de vision. Alors c'est vrai aussi au niveau d'une équipe, hein, ce qu'on va dire, souvent on peut zoomer et c'est un peu une fractale. Finalement, on a souvent vu des directions qui demandent des estimations à des équipes, mais qui ne leur donnent pas de vision sur où on va. Donc c'est quand même compliqué de demander à des gens de se projeter sans leur dire où on va. Tiens, combien de temps ça va te prendre d'aller en vacances? Bah, je sais même pas où je vais. Donc si je vais à Taïwan ou à Brest, ça va pas être le même temps. Et souvent, ce qu'on a observé du coup là-dedans, c'est deux choses. C'est un peu une double perte de confiance qui s'opère, puisque finalement, euh, les équipes terrain, vu que la direction change tous les 4 matins, ils sont un peu lassés de devoir tout le temps faire des prévisions. Alors, est-ce qu'ils font des estimations ou pas? Ils peuvent faire du no estimate, mais au moins, ça nécessite de découper le sujet. Donc, en tout cas, il y a un travail à faire. Quand on dit ce truc-là, globalement, est-ce que c'est gros ou petit? Il y a quand même un travail à faire, d'estimation ou pas, mais il y a un travail à faire. Et finalement, à demander tout le temps des estimations aux équipes terrain, les équipes terrain se disent, mais de toute façon, dans 2 semaines, la priorité va encore changer. Donc, je vais pas trop m'emmerder à faire un truc hyper précis. Je vais faire un truc à la grosse. Ce truc à la grosse va souvent se retrouver comme étant pas toujours vrai, ça reste une estimation. La direction l'a pris comme argent comptant. Du coup, la direction perd confiance dans l'équipe terrain. Et à l'inverse, l'équipe perd confiance en la direction parce que la direction change de prio toutes les semaines. Ça, c'est des trucs qu'on a vécu pour de vrai. Bon, bah déjà, s'il n'y a pas vraiment d'axe et de cap dans le bateau, ça va être compliqué d'engager les gens à faire des prédictions. Ça va favoriser en plus un effet LIFO, donc last in, first out, avec des choses qui vont arriver au fur et à mesure qu'on y pense. Et c'est difficile en fait de dire combien de temps ça va mettre pour avoir quelque chose quand on se fait doubler. Si vous êtes troisième dans la queue pour aller acheter votre pain à la boulangerie, si finalement en fait à chaque fois il y a une personne qui vous passe devant, vous avez beau être troisième, vous serez toujours le troisième. Et vous ne pouvez pas dire dans combien de temps vous sortirez. Ça se trouve, vous n'aurez même jamais de pain en réalité. Donc il faut avoir des systèmes justement qui vont permettre de pouvoir un petit peu estimer, se donner la possibilité d'estimer. On a aussi En eu le cas, réalité, qu'il n'y ait pas de vision fédératrice au sein de la boîte, bah, quand on bossait ensemble avec Mathieu, qui a créé un autre effet qui est bah, finalement chacun prêche pour sa paroisse. Une équipe sales, une équipe ops, une équipe produit aura chacun sa propre vision. Voire même, on avait le cas, nous, on était côté produit, bah, chaque commercial avait sa propre vision finalement et prêchait pour sa paroisse. Ah, mais je pense qu'on devrait développer cette feature, ça intéresse tous les clients. Bon, en fait, ça intéressait surtout le sien. Et finalement, on avait des demandes hyper variées et qui allaient dans des directions différentes de la part de chaque individu. Et du coup, ça, c'est un autre biais qu'entraînait le manque de vision globale au sein de l'entreprise. c'est ça, ça donne qu'une estimation finalement est vraie jusqu'au moment où un autre vient nous taper sur l'épaule pour changer les priorités sans s'être mis d'accord avec la personne d'avant parce qu'il n'y a pas de vision réelle fédératrice au niveau de leur groupe ou de leur service. C'est toute cette complexité. Et en réalité, on va avoir la direction ou même des services qui vont discuter avec les équipes. On parlait de double disqualification des deux qui ne croyaient plus en capacité de l'autre, soit à diriger, soit à estimer. Mais en fait, au milieu, il va y avoir une personne, et personne, c'est souvent un grand oublié qui est le manager. Parce que le manager, lui, il doit rendre des comptes, il doit essayer de faire d'un côté que les équipes soient performantes, et deux, qu'elles satisfassent aussi les demandes qu'il peut y avoir. Et en fait, ce sera un jeu nul, dans le sens où on ne peut pas satisfaire des gens qui ne savent pas comment ils seront satisfaits non plus. Donc,
ce cul entre deux chaises, il est plutôt pénible et il nécessite de repenser déjà la, de redessiner un petit peu la stratégie de l'entreprise et d'avoir un alignement finalement global. Et à force de pas avoir de vision, un peu l'autre cause qui peut en découler, c'est que finalement, si la direction lance plein d'initiatives différentes ou en tout cas change de priorité tous les 4 matins, souvent ils ont une attente pour chaque nouvelle demande de perfection, entre guillemets. Et on peut tomber dans le perfectionnisme, qui est un peu anti-agile pour le coup, où finalement, nous, on a pu avoir le cas, finalement, d'un projet qui ne se terminait jamais et on traçait jamais de ligne d'arrivée. En fait, on est toujours très fort pour tracer des lignes de départ. Tiens, faudrait lancer ça. OK, on le lance. Tiens, faudrait lancer ça. OK, on le lance. On dit oui à la direction, comme ça, la direction voit qu'on est dessus. Ah ah, tout le monde est content. Mais finalement, à lancer 5 sujets, on n'en finit aucun. Et très souvent, on ne trace pas de ligne d'arrivée. Et du coup, derrière, il y a aussi, finalement, nos estimations, souvent, si on est empirique, se basent sur quand même ce qui a été fait. Il faut déjà commencer par terminer des choses pour pouvoir en tirer des conclusions et derrière en faire des prévisions. Mais si finalement on ne termine jamais des sujets, si finalement il n'y a pas de critères clairs pour dire bon, cette initiative elle est terminée quand tel critère est atteint ou pas, ben, on a l'écueil de jamais terminer les choses. Et du coup, effectivement, la personne qui avait dit ça prendra 2 jours, si derrière la direction ou le demandeur dit ah ouais, mais en fait ce serait cool de rajouter ça, ça et ça, et que finalement ça prend 4 jours, l'estimation était fausse, mais à cause de qui? En réalité, on peut déjà, enfin, dans des choses vécues aussi, c'est quand on ne sait pas où on va, on peut à minima se dire et se rassurer dans la notion de contrôle en disant on ira là, bas, quelque part, mais bien. Et donc, on va travailler pour faire des choses, on va essayer de les faire jusqu'au bout. Vu de façon qu'on n'a pas tracé de ligne d'arrivée, on peut juste se raccrocher à des choses qu'on maîtrise. Donc, faire les choses bien. Bah, qu'est-ce qui se passe? Nous, c'était une entreprise sur laquelle on avait un flux Kanban, et puis c'est au niveau finalement Kanban, attention, je dis les deux, voilà, sachez-le. Euh, c'est pour ceux qui ont l'accent français comme moi. Euh, C'était en validation. Les choses restaient très très longtemps en validation et en fait, en se penchant dessus, pourquoi ça reste en validation? C'est parce qu'il y avait des critères qui permettaient de définir à peu près comment c'était fini, mais la personne qui recettait trouvait des nouvelles raisons pour aller toujours un peu plus loin en se disant: «Ah, mais c'est cool, maintenant que je le vois sous les yeux, j'ai plein d'idées, ça me permettra d'aller plus loin». Bah ouais, mais en fait, on peut faire ça à chaque fois en fait. Et l'estimation de départ, même si elle était pas si fausse, elle le devient par perfectionnisme parce qu'on ne sait pas s'arrêter. Donc voilà, c'est aussi un des écueils qui fait que les estimations vont devenir difficiles si l'entreprise n'est pas capable de donner un cadre, un temps d'arrêt et des définitions qui permettraient soit de dire ça c'est le niveau de qualité minimal ou c'est comme ça qu'on validera que la feature fonctionne. Bah, c'est ça, et si on continue un peu à descendre dans notre entonnoir, un autre problème, et ça qu'on constate quand même très souvent, finalement, de même que le manager est souvent le grand oublié, on va dire, de l'agilité, bah, quand on parle d'estimation, tout de suite on pense estimation tech, de temps, de complexité, d'effort, ce que vous voulez, mais en tout cas effort pour réaliser. Et l'autre grand oublié, c'est quand même l'estimation de l'impact qu'on pense générer avec cette feature, ce projet, cette initiative. Finalement, on demande toujours des comptes aux devs en leur disant: «Bah tiens, tu avais dit que ce serait un truc simple et tu es encore dessus depuis 3 semaines, qu'est-ce que c'est que ce bazar?» Mais derrière, on demande jamais des comptes au PM ou au manager ou à la direction qui a dit: «Bah ce truc, c'est vraiment important, faut tout mettre dessus». OK, on le met en prod, derrière, on n'en entend pas parler. Est-ce que c'est utilisé, pas utilisé? Est-ce que ça a atteint notre cible? Et ça, on l'oublie. Et finalement, avant même d'estimer si quelque chose est compliqué à faire ou pas, bah, le plus important, c'est déjà d'estimer si c'est important de le faire. Quel impact on veut générer? Souvent, certaines manières de prioriser, c'est des approches héroïstes. Finalement, qu'est-ce que ça va me rapporter et à côté, combien ça me coûte? Bah, c'est bien une équation avec deux inconnus, quoi. Donc, il faut bien et le combien ça me coûte, mais il faut aussi le combien ça me rapporte. Et ça, très, très souvent, c'est oublié. Encore une fois, parce qu'on aime tracer une ligne de départ, mais on n'est jamais capable de tracer une ligne d'arrivée. Tiens, bah, si j'ai 10% de plus d'utilisateurs, paf, fini, on passe au projet d'après. Ah ouais, mais maintenant qu'on est dessus, on pourrait peut-être continuer. Ah ouais, mais on revient derrière au problème d'avant, quoi. Quand on a tracé notre ligne d'arrivée, en fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut se dire qui on doit aligner maintenant sur la ligne de départ. Parce qu'il y a l'autre problème dans les estimations, c'est que parfois, bah, on est dépendant d'autres pour pouvoir avancer. On n'est pas tout seul. Donc, il peut y avoir plein de raisons pour des dépendances. On peut avoir des dépendances qui sont liées au fait que l'organisation a été organisée avec des silos.
qui soient fonctionnels ou techniques, organisation par métier. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de se dire on va dépendre. C'est-à-dire que pour réaliser quelque chose, on va être obligé de passer en étapes par plein d'équipes différentes. Ça veut dire multiplier les estimations, s'assurer d'avoir des estimations globales. Ça complexifie le tout. Il y a d'autres choses. Parfois, plus les groupes vont être grands ou plus votre organisation va avoir des politiques spécifiques, il peut y avoir des dépendances avec des politiques donc d'habilitation ou de sécurisation. Combien de temps vous allez faire pour mettre ça? C'est quoi l'effort? Ah bah nous, c'est tant de temps. Ok, mais en fait, quand on donne cette réponse, c'est même une réponse finalement, elle est hors taxe. En TTC, il faut attendre d'avoir les bonnes habilitations, les accréditations de sécurité, ou ce genre de choses qui vont prendre du temps qui ne dépendent pas de nous finalement. Très compliqué à mettre. Pareil, dans les temps qui ne dépendent pas de nous, il y a aussi les besoins parfois de partenaires externes. Parfois, il y a de la logistique, parfois, il y a besoin d'aller commander du matériel ou des choses comme ça, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans ces cas-là, en fait, donner une estimation, si on multiplie les acteurs à l'intérieur et qu'il faut aligner un maximum de gens, c'est compliqué. Donc, il y a plein de solutions pour pallier à ça, mais il n'y en a pas qu'une en réalité. Et on voit que le problème n'est pas lié vraiment dans la façon d'estimer, mais déjà sur comment on arrive à aligner les personnes au début d'un projet. Yes. Bah, un petit peu dans le même genre, pareil, hein, à chaque fois on continue à zoomer. Imaginons qu'on ait une vision d'entreprise, imaginons que on soit pas dans le perfectionnisme, qu'on mesure l'impact, qu'on n'ait pas de dépendance entre les équipes. Bah, derrière, il y a un truc qu'on a constaté nous lors d'une de nos missions, euh, c'est le côté invisibilité des sujets. On a été une fois dans une formation où finalement, pareil, on était venu nous voir en disant le problème c'est que mes équipes sont pas prédictibles. Ok. Mais en fait, il n'y avait pas de backlog, par exemple. Donc les sujets n'étaient même pas visibles, que ce soit les sujets fonctionnels. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué au bout d'un moment d'estimer ou de se projeter sur quelque chose qu'on ne voit pas, ou alors on est un peu dans le divinatoire. Donc déjà, rendre réels les sujets sur lesquels on travaille, les rendre visibles. Après, ça peut être des sujets non fonctionnels, ça peut être des obstacles. Bah, classiquement, la dette technique. Si la dette technique, on ne la rend pas visible, on la matérialise pas, bah, ce sera juste quelque chose qui vient nous mettre des bâtons dans les roues. Mais finalement, si on ne l'affiche pas, on se dira, bah, c'est bizarre, cette équipe, elle est de moins en moins productive. Bah oui, mais parce qu'en fait, elle est en train de traiter d'autres trucs, mais sur lesquels on n'a pas communiqué. Ça peut être tout le shadow IT aussi. Alors ça peut rejoindre un peu ce que disait Mathieu avant, mais on a aussi pas mal d'entreprises chez lesquelles on est allé qui aiment bien séparer build et run. Nous, c'est pas forcément notre co. Bah, finalement, quand l'équipe run doit corriger les problèmes de l'équipe build, bah, en fait, souvent, elle va avoir quand même des questions à poser à l'équipe build. Donc, l'équipe build en shadow IT va finalement aider l'équipe run sur un projet qu'elle a fini il y a 3 semaines, mais c'est invisible. Donc, déjà, c'est rendre visibles les sujets sur lesquels on travaille. Pas pour faire du reporting bête et méchant, mais pour pouvoir simplement matérialiser ce qui existe dans notre flux. Parfois, cette invisibilisation, elle est même, je vais pas dire politique, mais presque, dans le sens où parfois c'est la même équipe qui va gérer le build et le run, mais les budgets qui seront alloués à cette équipe sont des budgets qui viennent d'un programme, par exemple, qui va ne piloter que le build. Et c'est un autre système qui va donner du budget pour le run. Et finalement, au-dessus, déjà, il y a deux têtes, il y a deux budgets différents, et si on veut pouvoir sauvegarder un budget pour les uns, il faut pas montrer qu'on travaille sur l'autre, et puis il faut réaligner les lignes budgétaires, etc. C'est compliqué, et ça crée beaucoup, en fait, on invisibilise pour essayer de rassurer les gens par rapport à des lignes budgétaires et essayer de faire des forecasts, etc. Donc, en fait, même malgré soi, on finit par le faire, rien que sur de la ligne budgétaire. Yes. Et Finalement, après, quand on n'arrive pas à traiter tout ça, on en arrive à ce que tu allais dire. À mon avis, Benoît, tu allais dire, attention, le mode. pompier. Ouais, c'est ça, ouais. Je te redonne la main, du coup, tu parles mieux que moi. Non, bah pareil, on est arrivé dans des équipes où globalement la structure allait bien, mais où effectivement les équipes étaient simplement des pompiers, quoi. C'était toujours agir à l'urgence, agir sur le dernier sujet qui rentre, ne pas avoir de cap clair. Finalement, ça vient catalyser un peu toutes les causes d'avant. Ça peut être lié à pas mal de soucis, soit un souci de mindset. Il y a des équipes qui aiment être sous l'eau. Il y a Moi, des j'ai connu équipes. des gens, justement, qui disaient, c'est quoi la deadline? Et j'ai fait, mais il n'y a pas de deadline, tu fais ça au mieux. Il me faut une deadline, parce que tu sais comment on est, nous.
tu me mets une deadline et comme ça, la veille, je me dis, oh là là, il faut que je fasse ça. Et hop, je cravache pour le faire. Bah, je fais, mais ça, c'est toi, c'est pas moi, par exemple. Ouais. Non, mais t'as une loi dans l'informatique qui dit plus tu alloues de temps, plus tu le prendras. Je sais Oui, plus c'est la comment loi elle s'appelle, mais Parkinson. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, c'est il y a ça. des gens, ils aiment bien travailler que comme ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent la deadline pour se mettre en retard eux-mêmes, pour se mettre une petite pression positive, hein. Ils mettent ça comme du stress positif. Bah oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, là, on parle vraiment de mindset. Il y a des gens, ils sont câblés pour être comme ça. Et à Alors, c'est côté de pas ça, grave, si ça. tu raccourcis la time box en lui disant bah, c'est pour dans 30 minutes, tu vas dire c'est trop long, j'ai plein d'autres trucs en parallèle à faire. Ah, mais peut-être qu'il faut choisir dans ce cas le truc le plus important. Et c'est ça aussi, c'est que parfois, c'est des équipes pompiers qui n'ont pas d'objectif. On peut avoir une vision d'entreprise, une vision produit, mais peut-être qu'au sein de la squad, il n'y a pas non plus d'objectif. Donc, on est un peu Feature Factory, on dépile, on ne sait pas dire non, parce que finalement, si on n'a pas d'objectif, bah, tout rentre. Il n'y a pas de raison de dire non à quelque chose qu'on nous demande de faire. Et du coup, on ne sait plus dire non. Et donc là, c'est finalement déjà remettre l'église au centre du village et se dire, bah, quelle est la raison d'être de ton équipe? Ah, il n'y en a pas. Il y a peut-être un souci du coup. Pourquoi ton équipe existe? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de l'année, on considère que ton équipe a fait du bon boulot, du mauvais boulot? C'est Ouais. quoi? Et on revient à la notion d'objectif et de mesurer aussi l'impact au sein de l'équipe. Bah, d'invisibilisation des sujets, il n'y a pas de mesure parce qu'on n'est pas sur des lignes de départ, enfin, on n'est pas sur des lignes d'arrivée, mais des lignes de départ. Donc voilà, tout ça, ça finit par mettre du mode pompier. J'ai vu que Nicolas nous faisait un Je- temps mort. Ouais, non, pas un temps mort, mais je pense qu'on s'est bien torturé sur Ah, il manquait c'est le dernier truc, compliqué. la fin de la Ah, fin, on a vas-y. fini. Non, mais je pense que les gens ont envie de rentrer un peu, tu vois, de manière un peu plus, je vais pas dire solution, mais tu vois, l'étape Ouais, d'après. mais Mais comme vas-y, ça, termine ton enfin, on propos. parle pure estimation. Non, mais parce qu'après, il y a juste le problème où il y a Non, mais tout. après, c'est Marion qui intervient et elle dit non estimate. Eh bien, Voilà, c'est c'est là fini. où Marion elle a le droit d'intervenir, justement. Parce qu'en fait, si, imaginons qu'il n'y a aucun des problèmes qu'on vient d'énoncer et que finalement, le problème, il est juste que les gens ne savent pas estimer. Ils estiment juste comme des billes. Parce que c'est aussi possible, finalement. Et ils ont tout pour le faire, mais genre, je serai où dans 5 minutes? Et là, moi, je te dis, je serai au zoo. Bah, tu vois, enfin, je suis juste une bille, parce que dans 5 minutes, je serai là, normalement, au webinaire encore. Donc, bah, enfin, si, non, Camoulox. normalement, sauf si vous voyez une girafe passer derrière moi. Mais, euh, C'est il y comme a ça que t'appelles Non, rien. c'est la fin. En fait, dans les dernières causes, il y a juste, bah, on ne maîtrise pas les outils qu'on a, on est prisonnier de certaines croyances qui font croire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, et bah voilà, là, on est vraiment dans le problème de l'outil. Exactement. Mais Mais là, on c'est en quand arrive déjà au on a pas vrai de problème prérequis de d'estimation. régler. Mais là, ça y est, on est dans le problème de riche. Ça veut dire qu'on a quand même tout un tas d'autres prérequis. J'ai envie de dire, ça roule et ne nous appelez pas, vous allez nous payer pour pas faire grand-chose, quoi. Moi, j'ai pas envie de t'appeler, hein. Bon, maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'on s'est fait mal et qu'on a vu que c'était bien complexe et un peu propre à chaque organisation, je vous propose d'échanger sur nos différentes expériences, que ce soit celles de Mathieu ou de Benoît, ou même les vôtres. N'hésitez pas à proposer des sujets, Ou les tiennes. on le triture. Exactement. Donc, déjà, vous, on est venu vous voir, particulièrement un manager, il avait telle difficulté, on lui met de la pression, il y a une roadmap à construire, on lui a dit, faut que tu engages ton équipe sur tant de temps et ça doit tenir dedans, mais en même temps que ce soit parfait. Je vous fais pas le petit laïus autour du joli triangle coudé les périmètres. Mais voilà, comment on s'en sort de ça, de ce petit piège d'entrée du cadre qui est tissé à la base? Bah, Là, ouais, on vas-y, va quand vas-y. même donner des solutions qui ont fonctionné avec les gens qui nous ont appelés. Parce qu'on peut bien donner 1000 solutions, mais on va se retrouver dans les personnes prennent les solutions pour argent comptant. Donc, on rappelle quand même que ça marche bien dans un contexte et que il y a une cible à atteindre et il y a une trajectoire pour l'atteindre. Vouloir tout faire de manière Big Bang, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, dans tout ce qu'on va établir maintenant, c'est quand même bien différencié sur le fait que oui, parfois, c'est en delta par rapport même à nous, à nos convictions, autre chose, mais c'est une trajectoire qui permettra d'atteindre une cible. Oui. Et après, c'est vrai que je rebondis un peu sur le point de William qui disait que finalement tout n'est parce que on peut parfois se réfugier derrière l'argument de mais ça dépend du contexte. C'est vrai qu'il y a quand même des choses qui peuvent être vraies un peu partout. Bon, si votre entreprise n'a pas de vision, qu'elle sait pas que les gens savent pas pourquoi ils se lèvent le matin, que rien n'est mesuré, bon, effectivement, il n'y a pas trop de chances que ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'il y a des grandes règles qui peuvent être non contextuelles pour aller dans le sens de William. Nous, par Bah, c'est ça qui exemple, permet d'établir une cible. voilà, c'est Après, les moyens, c'est les moyens qui seront donnés aussi par l'entreprise, par les règles de l'entreprise, etc., qui nécessiteront de dessiner une trajectoire, eh bien, à la demande ou sur mesure.
C'est ça, là, par exemple, on va évoquer quelque chose qu'on a mis en place avec Mathieu quand on bossait ensemble, qui sera peut-être pas applicable chez vous ou différemment en fonction du nombre de personnes, etc. Mais déjà, sur le côté vision et alignement des personnes, nous, ce qu'on avait fait, c'était un point de mise à jour de la roadmap mensuelle avec toute la boîte. Bon, et si vous êtes trop nombreux, ça peut être un représentant de chaque équipe. De toute façon, il est mensuel, donc si vous en loupez un, il y aura le suivant. Et le but du jeu, c'était déjà de s'être fixé des objectifs produits sur cette roadmap. Une roadmap, c'est juste une trajectoire qui permet d'aller à une destination. Donc, c'est déjà de tracer cette fameuse destination. Voilà nos 3 grands objectifs produits. Pendant ce point d'update de la roadmap, mon but c'était de dire qu'est-ce qui a été terminé, déjà pour que tout le monde soit au courant. Euh, et de voir justement les sollicitations qu'on avait eues. Finalement, c'était un point d'échange où on pouvait dépiler un peu une boîte à idées. Et durant cet échange, pour justement pouvoir donner un cap, fédérer les gens, pas dire oui à tout, nous, le but du jeu, c'était de regarder pour chaque idée qu'on recevait, OK, par rapport à nos 3 grands piliers produits, bah, est-ce que ça répond au premier? Oui, non. Au deuxième? Oui, non. Au troisième? Oui, non. Si ça répondait à aucun des 3, c'était plus facile de regarder la personne dans les yeux et lui dire, bah, regarde la poubelle qui est juste en bas, elle est pour ton post-it. Et c'était pas une histoire de je n'aime pas cette personne. Finalement, elle se rendait compte que, ah oui, c'était peut-être une bonne idée, mais pas par rapport à notre stratégie. Pas tout de suite. Pas tout de suite. À l'inverse, si ça avait 1, 2, 3 gommettes, parce qu'on mettait des petits gommettes du coup sur les post-it, si ça matchait les piliers, bah après l'idée c'était de se dire, ok les gars, est-ce que c'est plus important que le sujet qu'on était sur le point d'attaquer ou pas? Oui, non. Oui, 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 c'est plus important. Ah, mais du coup, vous êtes d'accord que tel sujet sur lequel vous nous aviez supplié le mois dernier, bah, du coup, il est décalé. Ah non, c'est pas possible. Ah, mais au moins, on crée les conversations qui fâchent, on s'aligne. Et donc, ça, c'est déjà, mais ça rassemble plein de trucs, mais c'est rendre visible nos objectifs, rendre visible notre roadmap et aligner les gens autour et les inclure. Ça permet de ne pas travailler en one-one, mais d'équipe à équipe déjà. Ce qui est beaucoup plus intéressant puisque parfois on ne représente que nous dans nos demandes. Ah, ben, on a eu le cas où quelqu'un disait, mais qui c'est qui a mis ce truc dans la boîte à idées? On n'en a rien à foutre. Je fais, ah, bah, écoute, tu peux en parler avec lui directement. Visiblement, pour lui, c'est important. Et finalement, derrière, c'était presque les gens qui s'alignaient. Et puis nous, on n'avait plus qu'à ramasser les trucs et se dire, bon, bah, visiblement, le truc qui fait l'unanimité, c'est ça. OK, go. Donc ça, c'est un peu la première chose. Mais donc, ça nécessite d'avoir, bah, bâtir une vision, donc, aller discuter avec la direction pour ça, créer des objectifs produits clairs et après aligner les gens avec. Je vous propose de prendre la question de Nico. Ouais. C'est pas moi qui l'ai écrit, évidemment. Mais je vois tente. pas les. Oh là Nico, là, comment mais concilier la vision stop starting, start finishing des équipes solutions avec des changements de priorité permanents venant du management produit? Oh, tu peux les afficher. Eh, t'as vu, c'est incroyable. Très très bonne question. Comment on s'en sort de cet écueil? Bah, moi, j'ai eu le cas typiquement dans la dernière mission que je faisais où littéralement, hein, toutes les 2 semaines, la prio changeait. On peut voir ça comme une direction très agile, mais bon, on peut aussi voir ça comme une direction qui a peu de vision. Bah, là aussi, moi, j'étais reparti sur c'est quoi l'objectif, c'est quoi notre ligne d'arrivée. Et finalement, quand la prio changeait toutes les 2 semaines, je disais, OK, mais ce nouveau truc, est-ce qu'il nous permet d'atteindre cette ligne d'arrivée ou pas? S'il ne permet pas de nous d'atteindre la ligne d'arrivée, désolé, on ne le fera pas, ou pas tout de suite. Alors, parfois, ça a généré des tensions, mais dans ce cas, retraçons une vraie ligne d'arrivée. Ouais, Mathieu? ouais, il y a ça, mais il y a aussi après, alors il y a cette ligne d'arrivée, il y a ce que tu avais évoqué directement un peu avec les critères, on peut en reparler encore plus tard, des critères qui permettent d'accepter que quelque chose rentre dans les sujets à traiter, et aussi après, peut-être aussi limiter le nombre de demandes en cours. C'est-à-dire dire on ne pourra pas paralyser plus de tant de sujets. Donc attendez à minima qu'il y en ait un qui sorte. Oui. L'objectif, c'est pas de contraindre et de devenir un tyran en disant non, on ne travaille que sur un sujet à la fois. Mais l'idée, c'est aussi de montrer qu'on ne peut pas travailler sur autant. Après, il peut y avoir plein de mesures, etc. Mais ça va dépendre de votre maturité aussi au niveau de l'organisation, là où vous en êtes, pour pouvoir mettre en place ce genre de système. Parce que commencer à mettre en place un work in progress maximum, mesurer les flux, etc., ça nécessite quand même une stabilisation des demandes en entrée et plein d'autres choses en réalité. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas de solution toute faite. Mais là, des critères tracés sur quand est-ce que quelque chose est fini, puisque si déjà on ne l'a pas tracé, ça risque d'être infini. Limiter le nombre de choses en cours, en fait, c'est autant de solutions qui peuvent exister. Maintenant, à voir comment elles sont mises en œuvre ou
mettable en œuvre. Et après, peut-être que Nico se dit, bah oui, vous êtes gentil, mais pour savoir quel est mon work in progress max, c'est une estimation. Donc comment je la fais? Et effectivement, faut peut-être accepter au début, en tout cas si l'équipe est toute jeune, pas mature, etc., de juste faire des choses sans forcément faire d'estimation, mais pour juste avoir un historique qui nous permet de dire, bon, bah, finalement, à la grosse, on voit qu'on fait X sujets par mois, X sujets par semaine, X points, X que vous voulez. Et là, ça va permettre de dire, ah bah finalement, la direction, au fait, nous, on a une capacité de 10. Bah voilà, déjà, si tu en envoies 15, tu sais qu'il y en a 5 que tu peux renvoyer. Ce qui se rapproche petit à petit du no estimate. Exactement. Après, moi, je me permets juste sur des sujets qu'on a du mal à terminer, il y a aussi un sujet de la taille des sujets. Ah bah, ça, c'est comme si- tout. Il y a des gens chez qui on intervient. L'objectif, c'est de découper les sujets. Exactement. Aujourd'hui, moi, là, je travaille avec des personnes. J'ai travaillé aussi avec des personnes et c'était le même sujet. C'est-à-dire que techniquement, quand on mesure, parce que nous, on était à un moment où on pouvait mesurer ce qu'on appelle le lead time ou les cycle time, mais entre le moment où les choses commençaient et les choses étaient finalement livrables, il se passait 1 an et demi, voire 2 ans. Bah, peut-être que déjà l'afficher, l'indiquer aux gens, leur demander si eux, ça leur suffit, c'est ça qu'ils cherchent à avoir, des réponses aux questions qui se posaient il y a 2 ans, bah, ça les aide à redécouper et on apprend à redécouper et on essaye d'infléchir et on passera pas de 2 ans à 1 mois en 5 minutes. C'est improbable, même pas en 1 an en Oui, réalité, mais on commence à réfléchir, à découper et pour découper, en fait, on se dit, OK, le projet, oui, il va durer forcément 1 an ou 2, ça, on ne l'enlève pas. On va pas choisir de le réduire et par magie, tout va se réduire. Mais on peut se dire, dans le projet, il y a déjà une première portion qui peut être atteignable en 3 mois. C'est quoi cette portion-là en 3 mois? Ou en 1 mois? Et à ce moment-là, où c'est qu'on trace la ligne d'arrivée? À quel moment on se dit, OK, là, on en a suffisamment pour déjà faire quelque chose d'utile, pour déjà avancer, avoir une première réponse à des premières questions? Et ça, oui, c'est oui. un travail qu'on Ah, peut faire aussi. clairement. Mais l'élément fondamental dans cette réflexion, par le biais du découpage, c'est de pouvoir mettre au pire des cas en pause un sujet pour en commencer un autre, plutôt que de paralléliser. Parce que la torture pour une équipe qui détruit sa capacité à prédire, c'est le nombre de sujets qu'on va lui imposer en parallèle. Bah, carrément, Donc si ça... et en plus, ça permet d'être Vas-y, je t'en plus prie. honnête, et on revient sur la visibilité des sujets, mais très souvent, quand on te demande, comme tu dis, en fait, souvent, tu vas traiter un des sujets, mais tu vas pas traiter les deux en même temps parce que tu n'as que deux bras, deux jambes. Et vaut mieux le mettre en pause et le dire, au moins c'est honnête, que de dire on est sur les deux trucs. Parce qu'en fait, factuellement, tu n'es pas sur les deux trucs, tu n'es que sur l'un. Et à la fin, ça va frustrer tout le monde. En disant, bah, putain, pourquoi ça va pas avancer? Donc ouais, Il y a 2 choses, hein. Il y a le mettre en pause qui le laisse dans le système et il y a aussi l'extraire du système en disant on l'enlève pour le remplacer par autre chose. Tant pis, on recommencera, on redémarrera un peu la machine. Et par rapport à ce que tu disais, Nicolas, c'est vrai que si les projets qu'on prend ou les items, la taille, elle est toujours d'1 an ou 2 ans, on aura tendance à plus paralléliser que des sujets qui se traitent en un jour. Parce qu'en un jour, il sort. Au pire, il y en a deux en même temps. Alors que des sujets d'1 an, bah, si on a des dépendances, qu'on se retrouve en blocage, des choses qu'on a mal calculées, où il y a trop de gens, trop d'acteurs, bah, forcément, on va les paralyser. On va avoir tendance à en paralyser plein. Parce qu'on ne veut pas mettre à l'arrêt un projet de 2 ans. et Donc on après, continue sur un autre, et ainsi de suite. Et on donne l'impression qu'on travaille sur plein de choses en même temps. Mais ça rassure. En réalité, on ne contrôle rien. et on voit que finalement, la clé, et ça va te plaire, Nicolas, parce que toi, tu aimes bien ça, c'est finalement le découpage. Et on voit que finalement, même en no estimate, il y a une forme d'estimation parce que ça veut bien dire qu'on Bien sûr. découpe en objets qu'on considère à peu près de la même taille. Donc il y a bien quand même une Oui, estimation de bon, oui. j'ai découpé dans un truc qui est suffisamment petit. Donc en fait, moi je trouve toujours que dire le no estimate, c'est pas d'estimation, c'est pas vrai. Finalement, on découpe dans des tailles qui nous paraissent raisonnables et à peu près uniformes. Donc on a fait une forme d'estimation. Après, le autre clé qu'on peut apporter aussi, c'est sur le côté, justement, sur ce côté de tracer une ligne d'arrivée et savoir quand est-ce que quelque chose est fini ou pas. Souvent aussi, ce qui se passe, c'est que les équipes ne mesurent pas les choses et n'ont pas les outils pour pouvoir, je sais pas moi, si leur objectif c'est, je dis n'importe quoi, euh, diminuer le nombre de bugs par deux et qu'ils mesurent pas le nombre de bugs, ils sauront jamais s'ils l'ont atteint.
Si c'est augmenter le taux de rétention d'utilisateurs de 20% et qu'ils ne le mesurent pas, ils ne pourront pas savoir. Et du coup, c'est arrivé, en tout cas quand un produit existe déjà, hein, par exemple dans le cadre d'une refonte, bah, moi que les premiers sprints, ce soit déjà de dire, on va déjà peut-être faire un dashboard qui nous permet de mesurer ce truc-là, pour ensuite avoir une boussole pendant le projet. Mais il y a beaucoup de projets qui se lancent sans boussole. Bah, sans boussole, tu peux pas savoir si tu es arrivé à destination ou pas. Et derrière, tu auras ce fameux truc serpent qui se mord la queue de projet qui se finit jamais, quoi. Non, une mission précédente, ou enfin c'était même une demande d'un manager, et là c'était plutôt manager au niveau du support. Support qui est noyé sous les demandes, avec des estimations de résolution de tickets qui va du simple au double et qui est toujours à côté, qui crée de la frustration en face. Bah, en fait, il était lié au problème un peu. Il n'y avait pas de cohérence dans le traitement. Et alors souvent, quand il n'y a pas de cohérence, on va parler de l'IFO, hein, donc last in, first out, mais souvent la priorisation, elle se fait à la personne la plus pénible. Alors soit parce qu'elle crie plus fort que les autres, soit parce que c'est notre chef et il nous tape sur l'épaule toutes les 30 secondes, soit il y a plein de raisons, mais c'est souvent le plus pénible qui gagne. Bon, et ça peut pas marcher, ça. Donc dans ces cas-là, bah là, c'est pareil. Petit atelier, parce qu'en fait, nous, en fait, on traite essentiellement les choses pendant les formations. Parce que c'est vrai que quand en fait, on nous appelle pour des problèmes sur une formation, et finalement, les formations de 2 jours, on fait jamais 2 jours. Ça nous intéresse pas de faire de la théorie, et on fait toujours plutôt une journée, voire une journée et demie, et on passe le reste à essayer de ressortir lors d'un atelier avec une solution faisable, réalisable sur cette journée ou cette demi-journée, qui va aider les gens. Donc c'est un gros défi. Bon, pour l'instant, on y arrive, donc c'est plutôt cool. Et mais après, on se met pas des ambitions démesurées. Mais alors parfois, il y a des bonnes surprises et ça fait vraiment des miracles. Parfois, c'est une petite amélioration, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait souvent des trucs sympas. Et, et là, en fait, on a commencé par dire, OK, regardons votre point d'entrée du support. Et en fait, le point d'entrée du support, c'était tout et n'importe quoi. Et en fait, au niveau de la priorisation, en fait, les choses n'avançaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à prioriser déjà quel était le problème le plus important par rapport à un autre. Donc, on n'est même pas sur de l'estimation de réalisation, on est sur de l'estimation d'importance. Bon, bah là, le premier moyen, c'est de ne pas se mettre d'accord sur pour qui on priorise, mais pourquoi on priorise. Et donc, mettre des critères concrets qu'on va finalement afficher et partager à toutes les autres équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en partageant les critères déjà, on va mettre les discussions sur les critères et plus sur les personnes, un petit peu comme les piliers de produits et la revue de roadmap que parlait Benoît avant. Et l'autre chose qu'il y a, bah, c'est qu'en fait, quand on crée son propre sujet, son incident, on regarde les critères et on est soi-même en capacité de dire oh là là, il sera plutôt au milieu de la queue ou en bas de la queue ou en top priorité. Et c'est toujours intéressant de pouvoir se dire déjà, soit quand on crée quelque chose, est-ce que je peux pas trouver un contournement parce que j'ai cette idée-là et je vois que dans la queue, je vais pas passer tout de suite. Ouais. Bah, ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a fait concrètement lors d'une de nos formations, la dernière demi-journée. On savait pas sur quoi on allait travailler, hein, mais on leur a dit, bah, justement, dès le premier jour, notez-vous des idées, d'épines que vous avez dans le pied et sur lesquelles on pourrait vous aider concrètement là, pendant la formation. Et effectivement, ils nous ont dit, bah, on croule sous les bugs et on sait jamais dans quelle ordre les traiter et personne n'est content. Bah, on a créé une matrice de priorisation de critères de bugs avec eux. C'est rien, hein. Ils ont passé au tamis leurs 20, 30 ou 40 bugs. Ça les a priorisés. On leur a dit, bon, ça vous paraît comment? Ça paraît pas mal. On leur a dit, bah, essayez ça, affinez les critères demain si vous voyez que c'est pas logique ou quoi. Et c'est un truc, parce qu'après, on revient à nous. Alors, souvent, on revient à 3 mois, à 6 mois ensuite pour accompagner dans la durée. En fait, on fait du run et du build. Ou bien même Pour voir parfois. l'impact, justement. Mesurer l'impact de ce qui a été fait. Et puis un an plus tard, ça existait toujours ce truc-là. Et un an et demi plus tard, ils l'utilisaient plus dans le sens où en fait c'était intégré maintenant, c'était dans leur tête. Ils n'avaient plus besoin de repasser par la matrice. Donc ça c'était un exemple. On a eu un autre exemple, pareil, formation, le manager qui vient nous voir, j'ai des équipes pas prédictibles. Ok, comment vous faites aujourd'hui? On fait pas. Ok, bah on s'est dit, on va déjà leur apprendre quelques techniques d'estimation. Il se trouve qu'on a commencé par la partie story point parce que avant ils étaient en jour homme. On s'est dit c'est déjà un petit pas en avant de faire du story point.
Ils aiment les chiffres. Ça permet peut-être de faire un premier point d'ancrage plus simple. Bon, Oui. ils La ont rupture estimé tranquillou. comment? Une rupture tranquillou. Voilà, c'est le but, c'est pas de leur changer leur monde du jour au lendemain. Du coup, on Technique a estimé incroyable. avec eux leur backlog pendant la formation. Très bien. On est revenu 3 mois plus tard. On dit alors, ça roule ou pas? Ils disent, ah bah, il y en a qui aiment pas estimer. Il y a des devs qui trouvent que ça sert à rien. À chaque sprint, on fait des nombres de points qui ont rien à voir. On a un vrai problème. Ok. On regarde vite fait leur sprint passé et on se rend compte que sur les 4 derniers sprints, ils ont fait 10 tickets, 12 tickets, 11 tickets, 9 tickets. On se dit, bah finalement, vous êtes hyper régulier, vous faites tout le temps 10 tickets. Et on dit d'ailleurs, c'est que finalement, ça veut dire que vous êtes bon dans votre découpage parce que c'est assez uniforme. On fait du coup, bah, est-ce que vous pourriez pas tout bêtement vous dire que chaque sprint, c'est 10 tickets? Ah bon, on a le droit de faire ça? Donc là, on leur a dit, mais il faut pas être prisonnier de croyances ou de pratiques, vous avez le droit de tout faire. Et finalement, c'est rigolo parce qu'on a fait un premier pas qui était estimé via des story points qui valait ce qu'il valait, mais qui a au moins permis d'enclencher une démarche. Et puis 3 mois plus tard, on a corrigé le truc et on est revenu 6 mois plus tard. Ils nous disaient, putain, ça a changé notre vie, on perd plus de temps en estimation. Les devs qui aimaient pas les estimations, ils sont contents et la direction est contente parce qu'on a des trucs plus fiables, quoi. Ce qui permet après de se projeter un peu plus largement sur des initiatives, etc., si on les découpe bien. Puisque l'enjeu, dans cette mesure que tu proposes, c'est d'être une base d'estimation pour des sujets. Voilà, le projet, on l'a découpé, il fait 50 tickets. Bon, bah, a priori, ça devrait faire 5 sprints. Exactement. A priori. Ouais. Ça Je permet me de passer permets. après si tu veux. Exactement. Voilà. Mais en fait, Et donc, vas-y. ah bah, Non, alors, vas-y, je te allez. propose de là. Non, introduis-le. Non, Tu es chez toi. non, non, Vas-y, non, c'est vas-y. toi l'introducteur. Vas-y. Quel titre savamment choisi. Donc, comme je disais tout à l'heure hein, en introduction, Tu vois? le vrai sujet, ça reste quand même globalement comment la direction, voilà, qui a des envies, une stratégie, évidemment de la tactique. Marion, je l'entends déjà me rappeler à l'oreille que c'est de la tactique et pas de la stratégie. Comment une direction qui a sa tactique qui est prévue, voire qu'en fait des roadmaps, comment on arrive à, entre guillemets, le piloter de manière sain avec les équipes et sans rentrer dans l'écueil de vous n'êtes pas au rendez-vous, vous êtes à la bourre, etc. Et surtout, comment on arrive à travailler de manière efficace et à faire en sorte que tout cohabite dans le bon sens et que ça aille dans la bonne direction au sens propre du terme pour l'organisation globale, direction et équipe de réalisation. En gros, si on regarde bien sur tout ce qu'on a parlé, il y a tout qui part toujours un peu d'une vision, de là où on veut aller, d'objectifs, peu importe que ce soit au niveau de la direction, des équipes ou autre. Ça, on le redit, c'est une fractale. Mais le reste, tout ce qui est justement le perfectionnisme, le pas de mesure, les dépendances, en fait, tout ça, ça va être plutôt une histoire de processus. Des choses qu'on va mettre en place pour essayer de faire en sorte que tout le monde travaille de la même manière. L'objectif, en fait, à tout ça, c'est qu'on évite de parler justement d'estimation ou qu'on essaye de faire des prédictions. Aujourd'hui, en fait, trop d'équipes perdent du temps à essayer de prédire l'avenir, ce qui est très très compliqué. Et on doit se concentrer plutôt essentiellement à construire un système prédictible. Et là, je crois que tu réponds à la question de William dans ton. Il me semble que William, dans ton post, C'est ça. avait dit, bah, dis donc, entre Il avait prédiction et posé. prédictibilité, En gros, je peux faire une prévision, je peux faire une prédiction sur demain, est-ce que la bourse va monter ou descendre? Mais le Ouais, je système. veux bien, ça m'intéresse. Eh oui, mais Pardon. elle sera sûrement fausse puisque le système n'est pas prédictible en soi. Par contre, savoir où sera Saturne dans 6 mois, je peux faire cette prédiction. Alors moi, elle sera fausse parce que j'ai pas les compétences nécessaires pour le faire. Par contre, un savant pourra le dire au millimètre près. Et pourtant, Saturne, c'est gros, quoi. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à créer un système stable pour qu'il devienne prédictible. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre vraiment le focus. Et donc, peu importe les techniques qu'on choisit, et même si on se dit, tiens, nous, on s'en fout des estimations, on va être en no estimate. Le no estimate ne marchera jamais si on n'a pas les prérequis nécessaires qui vont mettre en avant un système prédictible. Donc, passez du temps à créer ce système et passez moins de temps à essayer de faire des prédictions. c'est ça. Plus vous serez apte à stabiliser le tout en amont, plus vous serez apte après, si vous voulez faire des prédictions, et juste
ou en tout cas plutôt juste, et juste à temps, et sans y passer 1000 heures. C'est ça. Nous, globalement, s'il y a qu'un truc qu'on voulait faire passer comme message, c'est plus de se concentrer sur rendre un système prédictible que de rendre des prédictions vraies. Parce que beaucoup de boîtes rentrent directement par le prisme des prédictions, des estimations, sans avoir déjà créé un système qui est prédictible, ce qui rend les prédictions complètement bidons. Donc tout ce qu'on a énoncé avant, c'est plein de causes, mais il peut y en avoir plein d'autres aussi, hein. Mais c'est les causes que nous, on a observées le plus souvent, qui font que le système de base n'était pas prédictible, et a fortiori, les prédictions étaient fausses. Voilà. Donc c'est un système empirique. Oui. Bah, au début, oui, mais à un moment, il le vient même plus. À la fin, on peut même se projeter un petit peu, etc. Et on peut passer de l'un à l'autre. Et en fait, tout dépend de là où on se trouve. Au bout d'un moment, on peut très bien faire des prédictions dans un système simple. C'est parce qu'il n'y a pas de questions à se poser. Dans un système complexe, on sera empirique. Et en fait, l'idée, c'est comment on va rendre potentiellement la plus grosse part simple, claire, C'est ça. évidente. En fait, Voilà, essayer de sortir de cette complexité pour aller vers de l'évidence. Et en fait, ça peut se faire aussi en découpant du système. C'est pas un souci. Mais voilà, il faut plutôt aller là-dessus. oui, on reboucle un peu sur la matrice de Stacy, hein. Si vous êtes dans un contexte simple, c'est bon, les questions se posent pas trop. Et très souvent, on est dans des contextes complexes, voire chaotiques. Bon, bah, on revient au découpage, hein, mais on peut déjà le découper en plein de petits bouts. Il y a peut-être un bout qui est un peu plus simple. Les bouts qui sont, donc là, c'est bon. Et les bouts qui sont moins simples, bah, effectivement, c'est l'empirisme qui va créer la prédictibilité. C'est déjà faire et en tirer des conclusions. Et derrière, je vais pouvoir être un peu plus prédictif, mais sur quelque chose de pas trop gros, quoi. Je vous propose, si vous avez des questions, évidemment, de les partager. On arrive au bout de cette histoire Mais et avec de des ce mots qu'on comprend, partage. hein. Ça, je dis ça pour William. Parce que si les mots, on les comprend pas, on pourra pas répondre. Apori, Je vais être c'était obligé le de mot qu'il a chercher, là. employé. Regarde, je vais chercher maintenant. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Benoît et Mathieu, pour votre partage de grande qualité et surtout le partage de votre vision sur comment on s'organise entre la direction et les équipes et comment on s'en sort de manière la plus, voilà, la plus fair possible pour tout le monde et que ça puisse créer un cercle vertueux et pas vicieux. Merci encore. N'hésitez pas à nous laisser un petit rôti, une petite note de 1 à 5 pour, sur le retour d'expérience de ce moment. En tout cas, c'était un grand plaisir. Merci encore une fois à Benoît et Mathieu. Merci à tous les présents. Vous étiez extrêmement nombreux, bien plus que ce qu'imaginait Mathieu en tout cas. Ça m'a fait très plaisir. Qui veut, moi je serais très intéressé. Et puis sinon, bah non, mais merci à ceux qui sont venus. Bah, Très bien. merci à tous. Et en vous souhaitant une très belle journée. À très bientôt. Merci encore.